Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur, compositeur et interprète. Psychédélique, expérimental, poétique, la musique et les mélodies de notre invité sont singulières. Il serait presque banal aujourd'hui de dire que l'artiste a imaginé son propre univers. Avec ses 6 premiers albums, il nous avait habitués à ne pas s'habituer, justement, mélangeant les genres, pop, électro, et les voyages qu'il nous invitait à faire avec lui. Voilà le 7e album sorti en février dernier et intitulé Contrebande 02, le disque de l'été. Bonjour Flavien Berger. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Flavien Berger, avant de nous livrer la recette de votre succès et de nous décrire ce que vous avez mis dans ce 7e et dernier album, est-ce que vous voulez bien qu'on parle d'abord saponification ? Allons-y. Alors, quelle est votre recette pour faire des savons et d'où vous vient cette passion ? J'ai acheté mes savons à mon copain Alex dans un marché à Bruxelles. Et puis, j'aimais beaucoup ces savons. Je me lavais avec. Et quand j'ai commencé à préparer ma tournée dans laquelle je suis en ce moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire en merchandising ? Sachant que mes amis autres artistes vendent des t-shirts, des posters, des trucs qui sont toujours faits un petit peu dans d'autres pays, avec des techniques un petit peu douteuses. Enfin, ils commencent à faire une marge sur peut-être une misère quelque part qu'on regarde pas. Et je me suis dit que je voulais pas vendre de t-shirts autres que des disques. Je voulais pas vendre d'objets qui ne servent à rien, quoi. Et je voulais quand même réfléchir à un truc, et puis le savon, en fait, ça m'est venu parce que c'est quelque chose que je fabrique moi, c'est quelque chose qui se dégrade de lui-même, biodégradable, c'est quelque chose que je fais avec de manière locale, et en plus, voilà, ça finit pas à pourrir sur une étagère, un plastique qui jaunit ou je ne sais quoi. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais vendre des savons en merch et je vais les faire moi-même. Et ils sentent bon ? Ils sentent très très bon, ils sentent, ceux que j'ai en ce moment, ils sentent le ylang ylang. Et c'est ça qu'on va trouver quand on ira à vos concerts. J'espère, ouais. Donc un objet utile dont vous maîtrisez la fabrication, que vous avez aussi appris à fabriquer. Bon, le maître savonnier ou saponificateur reste Alex, c'est lui qui a les pourcentages parfaits pour que la soude transforme l'huile. Les savons, c'est simple, c'est de l'huile, dans mon cas végétale, avec de la soude, et se passe à froid une magie qui est la saponification et qui transforme la soude en corps lavant. Voilà. Comment vous pourriez nous les décrire ? Parce que je sais que vous avez lancé un compte Instagram aussi avec ces savons. Oui. Vous appelez des flavons, oui, pour savon et Flavien, j'imagine. J'imagine. Voilà. Ouais. Je vous laisse. Il y a un doute encore. Je vous laisse trancher. À quoi ils ressemblent pour les décrire à nos auditeurs ? Ils sont très colorés. Moi, c'est vrai que je suis. Vous disiez le mot psychédélique plus tôt. Je suis quand même attiré par l'image d'Épinal du moirage de couleurs, de ce qu'on appelle le swirling. Donc, quand des couleurs se mélangent de manière organique, sans en faire une nouvelle, mais restent quand même de manière hétérogène dans des courants de tourbillons, et donc ils sont comme ça colorés, amusants. Ceux que j'ai là en ce moment, ils sont jaunes et bleus et blancs, et ils se mélangent dans des roses, et ils sentent bon, quoi. Et ces savons ont aussi inspiré peut-être ce titre.
Troisième piste donc de ce 7e album que vous avez réalisé, Flavien Berger, album qui s'appelle Contrebande 02, le disque de l'été qui est sorti en février dernier sous le label Pan-European Recording. Cet extrait s'appelle Sapon. Donc on y est, on est encore dans le savon, on est encore dans cette ambiance-là. Ça vous a pris cette passion du savon jusqu'à en faire une chanson ? Oui, c'est un peu à l'inverse, c'est que ce disque Contrebande 02, donc c'est un disque que j'ai sorti un an après mon album Dans 100 ans, qui était un peu le gros album autour duquel je fais une tournée, pour lequel je fais pas mal de promotion. Souvent, on met un petit peu les billes dans ce panier du gros album studio. Et sortir un album un an après, c'est un geste un petit peu rapide, court, qui me force à faire des choix assez rapides, prendre des morceaux pas finis et décider de comment je les finis le plus rapidement possible. Laisser des choses aussi en l'état, des choses pas finies. Et donc, c'est un peu le début de moi qui essaye de faire des choses premier degré, où je me cache pas derrière des métaphores, des paraboles, où le jeu que j'utilise, c'est vraiment le jeu de moi. Je monte sur mon vélo, je vais faire des savons. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de faire la musique c'est de la musique que j'écrivais en même temps que ce que je vivais, quoi. Et donc ce disque Contrebande 02, c'est ça, c'est la tentative du premier degré. Cet album fait un peu rapidement, comme vous l'avez vous-même qualifié, c'est ce que vous appelez un contre-album. C'est un classique chez vous, une sorte de concept, c'est-à-dire vous avez fait 3 albums en 2015, en 2018 et en 2023, qui sont cette trilogie et qui se termine donc par Dans 100 ans, qui est sorti au mois de mars 2023. C'est quoi ce contre-album ? C'est une envie subite justement de coucher, j'allais dire, sur le papier, là pour le coup c'est de la musique, sur un album, des choses du quotidien ? En fait, ils sont faits en parallèle, c'est-à-dire que souvent, c'est des pistes qui n'avaient pas de place dans les disques de la trilogie dont vous parlez, mais qui avaient quand même une histoire, qui faisait partie d'un ensemble. Mais cet ensemble, il tenait pas en fait dans l'heure ou les 45 minutes du disque que je sortais. Et du coup, c'était au début vraiment une envie un peu spontanée de pouvoir sortir de la musique déjà gratuite, parce que l'idée, aujourd'hui avec les plateformes, c'est un peu différent, mais ces disques qui sont toujours en accès gratuit. On peut aller sur un site et les écouter, un site internet et les écouter. Là, on a fait un contrebande.pizza. On peut aller écouter le disque et dessiner dessus d'ailleurs, puisque j'ai fait un clip qui sur tout le disque et sur lequel on peut dessiner. Et donc c'était l'idée comme ça de voir ce que ça fait aussi de sortir des disques sans outillage promotionnel, je dirais, sans un petit peu cette charge que c'est de... Comment témoigne d'ailleurs cette émission ? Mais en fait, c'est la première fois que pour un contre-disque, du coup, on m'invite aussi dans des émissions, donc j'en suis ravi. Et merci de dire Contrebande 02, parce que je suis très attaché à ce 0 du 2. Pourquoi ? Je sais pas. D'accord. Je trouve ça marrant de dire 02. Ça rappelle qu'il y aura un 10 en fait. Je sais pas. Si on dit qu'il y a la décimale 0, c'est que bon. Et voilà. Avant de nous parler peut-être de cette ambiance aussi d'été, d'atmosphère qui est présente et aussi presque de coulisses, de fabrication de cet album que vous proposez dans ces pistes, je reviens juste sur la musique gratuite. Oui. C'est étonnant ou alors c'est normal pour vous de proposer des choses gratuites, de travailler gratuitement du coup ? Disons que à travailler gratuitement, moi de toute façon je ferai de la musique, que je gagne de l'argent avec ou pas, c'est quelque chose que j'ai, autour duquel je me suis construit. C'est une pratique qui m'est nécessaire, et si je peux en vivre, tant mieux. Mais non, c'est ça, mais c'est que aussi je viens de là en fait. Moi j'ai commencé à faire de la musique où le morceau fini à minuit 24, à minuit 25, il était posté sur une plateforme qui à l'époque s'appelait MySpace, où je pouvais me dire ça y est, il est dans la nature, il m'appartient plus. Et donc en fait c'est aussi un rapport au côté un petit peu direct des outils informatiques aujourd'hui, que le morceau à peine sorti de l'ordinateur, il est déjà sur la toile. Mais ça, est-ce que c'est vraiment encore possible de faire ça? D'ailleurs, ça s'appelle contrebande, donc c'est comme un contre-album, c'est quelque chose d'alternatif. On peut pas véritablement, est-ce qu'on peut encore se dire dans l'alternative quand on a votre nom, Intéressant.
Non, je pense pas. Je pense Voilà, pas. donc même ça, en Non, fait, je ça ne devient me- presque un truc officiel aussi. C'est pas un petit truc sorti comme ça devient presque aussi important que vos albums que vous considérez comme importants. Oui, tout à fait. Pour moi, même, je les mets au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur entre le travail et le cœur mis à l'ouvrage dans ces disques-là. Non, c'est plus, en effet, me voilà dans un paradoxe, mais à la base, c'est pas non plus pour faire, pour faire une pirouette. Ça s'est imposé comme ça au fil du temps parce que j'ai décidé de continuer à sortir des contre-albums après mes albums. Mais en effet, aujourd'hui, oui, les sorties sont plus visibles. Vous pouvez pas échapper en fait à une forme de publicité, quoi. C'est une discussion intéressante. J'y avais pas pensé. En tout cas, non, mais en fait, là, j'ai pas l'impression. En vrai, on dit promotion, c'est un terme, on peut appeler ça comme on veut. J'ai pas l'impression de faire de la publicité dans le sens où vous me posez des questions sur mon travail et je suis ravi d'y répondre. C'est plus justement creuser et raconter qu'est-ce qu'il y a derrière les disques. Je viens pas ici pour vendre ce disque vu qu'il est gratuit. Je viens justement pour parler de la pratique dans son ensemble. Et puis on est aussi en train pour moi, j'ai l'impression d'avoir clos une espèce de cycle, quoi, avec ces 3 albums. Et puis et du coup, c'est un petit peu pour raconter ces pérégrinations qui datent depuis 8 ans, quoi. Alors justement, il y a des titres, on peut dire, classiques dans cet album, et puis il y a aussi ces interludes. Une chanson sur le thème des poissons. Ok. Continue à sortir la musique. Eh oui, ça continue à discuter dans ce studio pendant qu'on écoutait cet interlude. Ce sont des petits moments expérimentaux que vous proposez entre les titres qui sont plus classiques, comme je disais tout à l'heure, Flavien Berger, avec des voix qu'on entend. Vous nous emmenez où dans la fabrication, justement, de votre musique? Je suis allé chercher des pistes qui datent vraiment d'il y a très longtemps. Ça, c'est ce qu'on entend, c'est donc ce qu'on appelle un interlude. C'est une espèce de fenêtre entre 2 morceaux. Cette fenêtre-là, elle fait un gros bond dans le passé parce que ce qu'on entend, c'est un résidu de ce qu'il y avait sur une cassette audio sur laquelle j'avais enregistré via le micro d'un enregistreur cassette portatif l'enceinte d'une télévision de laquelle émergeait une musique que j'avais faite sur une console de jeux vidéo, sur un jeu vidéo qui s'appelait Musique 2000, dont je parle régulièrement car et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et donc en fait ça c'est un peu mes premières productions et donc dans une idée un petit peu instru. Moi je viens d'une adolescence où j'écoutais beaucoup de hip-hop et de rap et donc j'aime bien la manière dont on réfléchit la musique en hip-hop parce qu'il y a l'instru et le vocal. C'est comme si c'était un petit peu deux faces d'une même pièce. Et vu que ce disque-là, je pense que dans Contrebande 2, il y a quand même des productions qui peuvent rappeler un petit peu des rythmiques hip-hop qui sont matinées un petit peu de ce style-là. Je voulais rouvrir une fenêtre rapidement pour dire ça vient de là en fait, ça vient de cette époque où j'essayais déjà de faire des rythmiques. Je me rêvais producteur. Vous racontez des histoires dans vos albums, Flavien Berger. Celui-ci est sous-titré, si on peut dire, le disque de l'été. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'estival dans ce que vous proposez musicalement et dans les paroles peut-être aussi? De fait, en fait, voilà, c'est ça qu'il y avait. Il y avait le thème aussi de la rivière que j'avais pas réussi à intégrer dans mon album dans 100 ans et qui pour moi était un peu important. La rivière étant peut-être une parabole du rassemblement, une métaphore du rassemblement, c'est-à-dire se rassembler, suivre un courant ou pas, aller dans le sens du courant ou pas, s'organiser pour se rassembler. Alors on peut s'organiser pour aller à la rivière l'été, on peut aussi s'organiser pour aller en manif à d'autres moments. C'était mettre les deux ensemble et voir comment les énergies humaines peuvent converger vers un but commun. Il y a une thématique qui, j'ai l'impression, revient à chaque fois, c'est celle de la nature. Peut-être là, vous parliez des poissons, de la rivière. Vous vivez maintenant à la campagne. Vous avez non pas du tout. Ok, je pensais que vous viviez à la campagne. J'aurais dû dire oui. C'est vrai. T'as complètement projeté. En fait. Ouais, c'est ça. Une envie peut-être subite. Vous n'avez pas envie de vivre à la campagne? J'ai pas les épaules pour, je crois.
Qu'est-ce qui vous... Ça va, il y a des maisons, pourquoi des épaules pour? Parce que moi, tout de suite, je m'imagine devoir aller couper du bois quand vous dites ça. Oui, vous avez une idée très précise de la nature. Ouais. En tout cas, il y a aussi des moments passés que vous nous racontez, peut-être aussi l'adolescence, des choses qui reviennent comme ça. Est-ce que dans cet album-là, qui est ce contre-album dont on parle depuis tout à l'heure, il y a aussi peut-être un peu plus de vous, d'intime, en tout cas, est-ce que vous vous livrez peut-être à une communauté qui maintenant vous suit depuis quelques années? En effet, je disais plutôt qu'il y avait ce jeu un peu plus personnel que le jeu, le JE utilisé dans des morceaux d'autres albums. C'est toujours intime un album, que je le veuille ou non, même quand je me cache derrière des thématiques croisées. Ça parle toujours un petit peu de ce qui me traverse. Est-ce que c'est plus intime? L'intime en musique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je ne raconte pas d'histoire personnelle, mais je raconte ma vie, en fait, la manière que j'ai de voir un petit peu la vie ou mon époque, quand même, que je le veuille ou non, la manière de voir les sentiments, ça parle de mes sentiments à moi. Maintenant, la communauté aussi, c'est drôle, parce que c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai, c'est que je réalise là, en ce moment, quand même, que ça y est, la musique, c'est... Bon, ça fait 10 ans que je fais de la musique tous les jours, quoi, on va dire. Mais là, je me rends compte à quel point c'est central dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai construit. Et quand je me retourne, je vois les disques que j'ai laissés. Et en fait, ces disques, en faisant des concerts et en signant des disques à la fin des concerts aussi, et ayant des retours de personnes qui viennent me parler, je commence à vraiment réaliser que je le veuille ou non, ça a une place dans la vie de certaines personnes. Donc maintenant... Vous êtes important. En tout cas, j'ai une petite responsabilité vis-à-vis des morceaux que j'ai faits. Je peux pas maintenant les balayer et dire c'est pas moi. Ce sera toujours moi. Et c'est pour ça que... Vous parliez de communauté, je pense pas avoir une communauté qui me suit, mais en tout cas, ma musique maintenant revêt un aspect un petit peu plus important qu'au début. Vous avez dit tout à l'heure, Flavien Berger, que dans Contrebande, dans cet album, il y avait des textes qui étaient plus premier degré. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ils sont plus naïfs dans ce sens-là, plus quotidiens? Ouais, peut-être, ouais. Naïf aussi. Parce que je dirais pas que vos autres albums sont second degré, par exemple. Non, mais pas dans la dérision. moins de masques, peut-être moins de métaphores aussi. Là, quand je dis je fais du vélo, il fait chaud, je fais vraiment du vélo, il fait. Mais ça renvoie pas à une autre réalité que voudrait dire le mouvement. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est ça. Que non, je parle d'un kiff d'être à vélo l'été. Et voilà, les projets, je veux dire, je sais pas si vous faites du vélo, mais le premier moment de l'année où on peut faire du vélo sans pull, c'est un moment notable. C'est un moment de grande joie. C'est vrai. Et donc, c'est quelque chose que je relève, quoi. Évidemment, je crois que tout le monde a fait l'expérience, pas uniquement moi. C'est-à-dire, on parle d'amour quand on parle d'une personne, mais je pense que ça, c'est totalement réducteur. Encore une fois, je pense c'est une espèce d'anthropomorphisme. Moi, ce que je voudrais, en fait, à tout prix, c'est justement radicaliser ma condition de vivant et justement pouvoir, y compris, en fait, éclater l'humain. Et donc, du coup, mais je pense que c'est pas uniquement moi. Je pense qu'on a fait tous cette expérience de tomber fou, amoureux d'une chanson, d'une œuvre d'art, d'une ville, d'un lieu particulier, d'un appartement aussi, d'une maison, d'un paysage. Et que ça, c'est les propres, je dirais en fait, quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait justement. Qu'est-ce que serait un amour, une forme d'amour non humaine? Parce que le problème, c'est que notre spécialisation en tant qu'espèce, justement, en tant que les spécialisations politiques, nous a conduit vraiment à réduire au maximum notre capacité de sentir, de percevoir, d'aimer aussi. Et donc, je pense que si on veut, par exemple, une révolution écologique, il va nous falloir justement de réérotiser les mondes en totalité, tomber amoureux à nouveau de la totalité de la planète. La voix du philosophe Paul B. Preciado sur l'amour, c'était dans l'heure bleue sur France Inter en 2019. Flavien Berger, d'abord sur ce qu'il dit dans cette archive, tomber amoureux de la totalité de la planète, réérotiser le monde pour une révolution écologique. Il y a déjà des choses, peut-être c'est ça aussi, cette idée de nature, de rapport à l'écologie, à la planète qui est venue à moi en vous écoutant. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelque chose de non humain pour vous? Ah oui.
Oui, c'est drôle parce que je parlais du terme amoureux avec des amis et déjà, faut être deux pour être amoureux. C'est quelque chose qui nous est revenu dans la discussion. Être amoureux tout seul, c'est pas être amoureux. C'est quelque chose qui vient du romantisme, une espèce de fétichisation ou une objectivisation de quelqu'un ou quelque chose. Et donc déjà ce pacte, deux ou plusieurs, hein, pour être dans la lignée de ce qu'on vient d'écouter, mais je crois qu'en tout cas Paul Bepreciado parle d'écoute profonde, d'écoute désintéressée. C'est un peu intéressant ça, cette manière d'appeler ce que je pourrais aussi appeler la curiosité, c'est-à-dire être profondément curieux d'un phénomène, de quelque chose qui se passe en musique. Je crois que c'est ça. Moi, j'essaye d'apprendre tout le temps à être surpris de ce qui sort, à écouter avec une oreille nouvelle des choses sans jamais les prendre pour acquises. Quelqu'un me demandait l'autre jour un conseil et ce qui m'est venu, alors que je suis pas très bon pour les conseils, je suis pas très pédagogue, mais ce qui m'est venu, c'est essayer de réussir à rire en faisant de la musique. Rire d'un son, c'est pas fastoche en fait, et ça donne des situations assez de haute sensibilité en fait au phénomène musical. C'est plus facile de pleurer en écoutant de la musique que de rire, c'est ça aussi la différence? Ah, intéressant. Ouais, moi je suis pas trop dans le genre ça c'est une bonne chanson parce que j'étais super triste quand je l'ai faite. J'y crois pas, même si je suis conscient que c'est une manière de créer, que j'ai pu venir de là aussi à un moment, en mode le tourment donne quelque chose de puissant, mais je crois que il y a tellement d'autres palettes possibles que cette éternelle mélancolie liée à la création, quoi. On parlait de nature, donc tout à l'heure, vous disiez vous-même dans votre merchandising de faire attention à d'où viennent les choses que vous vendez lors de vos concerts, et à cette notion de prise en compte de la planète, d'écologie dont parle aussi Paul Bepreciado. Ça, c'est arrivé à quel moment pour vous? Vous êtes né dans les années 80. Est-ce que aujourd'hui, l'écologie, c'est quelque chose qui est évident? Oui. Oui. Après, faut faire attention parce que je veux pas trop moraliser les choses, mais ça part de soi en fait. Ça part de sans vouloir non plus responsabiliser le consommateur ou la consommatrice, qui est, je pense, une idée un petit peu qui peut parfois être dangereuse, mais je pense que moi, en tant que j'ai une responsabilité, pas forcément en tant que consommateur, mais en tant que producteur. Je produis des choses. Il y avait rien, puis je fais un disque. Du coup, il y a un disque. Avant, si j'ai décidé de pas faire de disque, il y a pas de disque. Les disques, c'est du plastique, c'est du pétrole. Donc déjà, moi, j'ai une responsabilité en tant que personne qui fait fabriquer des objets, quoi. Et donc le merchandising, j'en en parle parce que dans son nom, il y a le mot marchand. C'est le marché pur. C'est en plus. C'est pas de la culture. C'est en plus. Comment on se fait des ronds en plus. Et du coup, je voulais vraiment faire un truc qui ait du sens. Je gagne pas forcément énormément d'argent là-dessus, et en plus c'est brique par brique, quoi. C'est intéressant parce que c'est un pavé que je viens couper et que je viens vendre en petits bouts. Donc c'est mon premier vrai rapport à l'idée du marché, voilà. Et donc oui, faut que je me rende compte que moi, en tant qu'artiste, et en plus vous le disiez, en tant qu'artiste qui commence à avoir un peu une écoute et tout ça qui est suivi, j'ai une responsabilité. Je fais pas juste des trucs parce que je peux les faire. Culturellement aussi, c'est pareil. Il y a des choses que je peux faire, mais c'est pas parce que je peux les faire que je dois les faire. Voilà. Donc c'est ma réflexion du moment. On parlait de la communauté tout à l'heure, de votre rapport au public aussi, qui est de plus en plus présent, qui vous suit. Là, vous serez sur scène à Paris, à la Cigale, à la Gaîterie Lyrique et au Point Éphémère pour 2 soirs à chaque fois, du 11 au 21 mars, donc dans le cadre de la tournée de l'album précédent, de celui dont on a parlé tout à l'heure, dans 100 ans. Comment vous voyez, vous, votre lien justement avec ce public, avec ces gens qui vous suivent, qui viennent vous voir? Alors, petite rectification, justement, ça c'est la petite tournée parisienne dont vous parlez, c'est une petite bulle dans cette tournée dans 100 ans, c'est justement, ça s'appelle, toujours des jeux de mots, ça s'appelle le retour. Donc quand on fait des tournées, on a le tour. Voilà, on met le tour à la fin, donc c'est le glitter tour ou le back tour. Et là, c'est le retour parce qu'en fait, je reviens dans des salles où j'ai joué, et il y a une espèce d'un petit peu de geste un poil grandiloquent quand même, qui est que je reviens dans des salles que j'ai faites au début de ma pratique. Et vous avez joué quoi alors dans ces salles? Et je vais
vais jouer de manière décroissante. Je vais faire la Cigale, puis après une salle plus petite qui est la Gaîté, puis une salle toute petite qui est le Point éphémère. Moi, c'est mon premier concert à Paris. C'est la première fois que j'utilisais des machines électroniques et que je chantais. Il y a des archives de ça où en fait des morceaux qui sont devenus plus tard des morceaux de mes disques, je chantais en yaourt en français, ou je disais en anglais, ou je disais n'importe quoi. Et qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais essentiellement jouer des morceaux de mes premiers disques. Donc avant même de sortir mon premier album, j'avais sorti 2, ce qu'on appelle maxi, ou EP, ouais. chez Pan European, et donc il y en a un qui s'appelait Glitter Gaze, où il y avait un morceau de 15 minutes, il y en a un qui s'appelait Mars Balnéaire, où c'était un petit peu une espèce de pop technoïde, où je racontais des vacances sur Mars dans le futur, et puis Léviathan, mon premier album, où je vais jouer des morceaux un peu de cette période-là, quoi. Mais donc justement, pour en revenir au public, là, c'est pour qui ça? C'est vous faites plaisir en refaisant C'est une bonne question. Je crois que, en fait, si je dois être tout à fait honnête, c'est pour moi. À la base, c'est presque pour me faire un petit, je sais pas comment expliquer ce signe, une espèce de claquement de doigts qui finit en signe de pistolet dans la direction. Un check avec peut-être la personne que j'étais à cette période-là en mode on revient. Et puis il y a aussi un truc tout bêtement, on parlait marché tout à l'heure, souvent aussi dans une espèce de on va dire de carrière, qui est un mot que j'aime pas trop, il y a ce moment où il faut toujours aller plus grand, plus fort. Donc en fait souvent quand on fait 2 Olympias complets, ce qui était mon cas au début de cette tournée, à la fin de sa tournée on finit avec un petit zénith, voilà. Et en fait c'est cette course aux chiffres, à la jauge et tout ça qui moi me déplaît, parce que je sais pas, peut-être dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, je préférais me dire, tiens, si on faisait plutôt l'inverse et que je finissais dans des salles où en fait je ne peux plus jouer. On ne me permet plus de jouer dans un club de 300 places. On ne me permet pas. C'est pas ça, personne m'empêche, mais c'est juste que dans l'idée, vu qu'on sait que ça sera rempli, mieux vaut aller dans des salles où on peut emmagasiner le plus de personnes simultanément. Et d'argent. Et du coup, oui, d'argent, en effet, parce que derrière, il y a des idées de production. Et donc, au début, le geste, au-delà de l'autosatisfaction, sus mentionné, il y a l'idée que j'adore jouer j'ai adoré jouer au Point éphémère, j'adore le son, et je voudrais toujours confronter mes productions au calibrage de ces enceintes, quoi. Donc, c'était aussi l'idée de se dire, faisons-le, amusons-nous et allons rejouer dans ces salles. Alors, la question, c'est est-ce que c'est le public qui sera dans ces salles? Est-ce que c'était le public qui était là à l'époque? Peut-être une partie, peut-être pas. Je fais le pari que certaines personnes feront quand même le voyage dans le temps et entendront des morceaux qu'il ou elle avait entendus à l'époque, quoi. Tout à l'heure, on a entendu la voix de Paul Bepreciado, on a écouté ce qu'il a dit, on a commenté ce qu'il a dit, mais c'est aussi quelqu'un qui vous a marqué, notamment la lecture d'un de ses livres qui s'appelle Un appartement sur Uranus, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son récit? Il raconte effectivement cette traversée pour devenir un homme trans. Qu'est-ce qui vous a marqué en fait effectivement dans ce récit, dans ce qu'il livre, dans ce livre-là? Il y a plein de portes d'entrée pour cet ouvrage. C'est la chronique d'une transition. Ça parle pas tant de ça que de tous les enjeux en fait de privilèges et les enjeux de positionnement sociaux que ça invoque. Donc ça m'a aligné en fait sur qui j'étais, à mes yeux, aux yeux des gens qui m'entourent, quelle position j'ai, que je le veuille ou non, dans la société. Ça m'a en fait appris des termes qui m'ont permis après de me diriger dans ces questions-là. Une espèce de mon premier guide de randonnée dans le monde de l'intersectionnalité en fait. Donc sans ce livre, je pense que j'aurais mis encore du temps à aborder des questions, les questions dont je vous parlais. Donc je me suis rendu compte que j'étais un homme en fait en lisant ce livre. Je me suis rendu compte que j'étais hétéro en lisant ce livre. Je me suis rendu compte que j'étais bourgeois en lisant ce livre. C'était des mots que je savais que ça faisait partie de moi, mais j'avais pas vraiment réussi à développer le monde autour de moi pour m'y confronter en tant que ce que je viens de dire. Donc ça m'a permis aussi d'après de développer aussi une bibliothèque, de lire et d'inviter des ouvrages que j'aurais peut-être pas forcément lus et de continuer en fait à être. On parlait de la curiosité précédemment, c'est sans fin en fait. Je n'arrêterai pas de comprendre qui je suis parce que faut pas s'arrêter au début, quoi.
Connaître des termes, mettre des mots sur des choses, choisir ces mots, c'est aussi votre travail d'auteur dans vos chansons. Est-ce que avec le recul aussi, vous vous dites ce mot-là par exemple, je devrais plus l'utiliser, ou je le mettrais plus dans cette chanson, je l'aurais pas mis. Enfin, aujourd'hui, si je réécoute mes chansons, je l'aurais peut-être pas mis. Vous faites attention à des choses en particulier? Ouais, c'est intéressant. Je crois que j'ai pas de texte avec lequel je suis pas d'accord. Après, je me rends compte que il y a des images, surtout dans mes premiers disques, des images à 3 bandes, que j'aurais pu faire à 1 bande, où il y a des termes que j'aurais pu utiliser autrement, ou que j'aurais pu éviter l'utilisation d'un terme. Bon, ça, c'est plutôt l'aspect, je dirais, de la syntaxe, de mes images. Maintenant, c'est cool, à part un romantisme un petit peu prélassé, je dirais, dans le début de mes disques, où il y a toujours une histoire de quelqu'un qui est pas heureux dans l'histoire d'amour, que aujourd'hui, j'ai un peu ouin, c'est cool. Il n'y a pas de chanson que je refuse de chanter. Voilà. Il y a des mots que je rajoute en concert, il y a des inclusions parfois que je mets ici et là, qui changent pas la poétique, mais non, je suis plutôt aligné avec ce que j'ai pu écrire il y a 10 ans, c'est cool. La musique intitulée Break the Line du jeu Musique 2000, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur PlayStation. Alors c'est la musique d'un jeu vidéo. Si je dis pas de bêtises, Flavien Berger, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais vous allez nous en dire un peu plus. C'est un jeu vidéo où on pouvait justement créer, composer de la musique. C'est ce que vous avez fait au début des années 2000. C'est là que vous vient votre passion pour la musique électronique. En tout cas, pour fabriquer de la musique avec des instruments électroniques qui sont des logiciels, en effet, moi, j'ai pas trop de. On écoutait beaucoup de musique dans ma famille, mais c'est vrai que je n'ai pas de relatif musicienne. Et donc, en fait, nous, on avait un loueur de cassettes et de jeux vidéo en bas de la maison. Et une fois, on lui a loué un jeu vidéo, et c'était un jeu vidéo de musique. Et j'y ai joué, et en fait, sans m'en rendre compte, je jouais. Alors avec la manette, on prend des samples, on les met là, il y a des grilles, on accumule. Il n'y a pas trop de trucs de satisfaction avec des points et des mondes, mais c'était plus quand même ludique, genre on a une idée, on va jusqu'au bout. Comment on formalise l'idée qu'on a dans la tête. Et en fait, en jouant, je commençais à comprendre le rythme, l'harmonie, la mélodie, et en fait, c'est ce que je continue à faire. En fait, cette pratique ludique, donc d'amusement, d'enthousiasme face à la fabrication d'un élément musical, c'est toujours ce qui m'anime. En fait, j'ai une idée, comment j'y arrive. J'entends une musique, j'entends un son. Comment je m'approche au plus près de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai aperçu. Il n'y a pas vraiment apercevoir en auditif, c'est dommage. On a entendre, écouter, ouïr, on n'a pas énormément de termes. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de degrés dans le fait de pouvoir entendre des choses que d'autres n'entendent pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà numérique à l'époque, votre pratique de la musique. Et pourtant, aujourd'hui, quand on voit votre façon d'être sur scène et de créer, il y a quelque chose de très artisanal, de très ludique aussi pour créer cette musique. Vous avez une forme de bande-son, de bibliothèque de son dans laquelle vous arrivez à piocher des choses, notamment dans vos précédents albums. Il y avait des bruits du quotidien, des bruits de radiateurs. Vous avez vous-même enregistré, retrouvé. J'ai même lu que vous mettiez des sons dans des musiques qu'on n'entendait pas a priori, le bruit d'un interrupteur par exemple. Ça sert à quoi de savoir qu'il y a un bruit qu'on n'aperçoit pas a priori quand on vous écoute?
Je vais devoir utiliser la métaphore du cinéma, en fait. À un moment, je pense qu'il y a des arrière-plans, il y a du travail préparatoire qui fait partie de l'histoire et auquel on n'assiste pas. Il n'y a pas la matérialisation de quelque chose qui sert à la plus grande histoire, quoi. Je dirais qu'en son, c'est pareil, en fait. C'est pas un palimpseste parce qu'il n'y a pas tant de couches qui s'accumulent et à la fin on n'entend plus rien parce que ça devient gris. C'est plus derrière des sons se cachent d'autres sons et deux sons ensemble forment un troisième son aussi. C'est intéressant, un peu comme avec les mots, quoi. Et du coup, pour moi, la palette d'enregistrement sonore qu'on peut appeler field recording, l'enregistrement de terrain, c'est-à-dire avoir souvent un enregistreur sur soi. Avec le numérique, c'est encore plus pratique et enregistrer les trucs qui nous entourent comme si on était un touriste permanent, en fait. Tous les sons peuvent être intéressants, même un bruit de climatisation, je sais pas quoi, un drone. Et donc en fait, ça c'est aussi important pour moi que les accords que je vais trouver. C'est un des éléments musicaux, le son. Je vais pas refaire l'histoire de la musique concrète, mais il y a autant d'intention dans un son capté que dans une mélodie composée. Tout dépend de comment on le diffuse et à quoi. Dans quel contexte ça apparaît. Donc c'est pas anodin aujourd'hui pour moi d'intégrer des sons et avec des compositions musicales, ça fait partie des instruments, quoi. Justement, vous parlez d'instruments, ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous considérez comme un musicien ou pas? Je me suis posé la question. Ouais, c'est la grosse question. Moi, j'ai un peu du mal à dire que je suis musicien. J'ai un petit peu ce sentiment d'illégitimité du fait que je ne vienne pas d'un parcours académique. Je ne sais pas dire le nom des notes. Je ne sais pas communiquer avec le langage musical avec mes confrères et consoeurs. Mais en fait, je fais de la musique toute la journée. Enfin, je fais pas de la musique toute la journée, mais c'est ce qui m'anime, quoi. Donc, je dirais quand même que je suis plus musicien que facteur. Et en tout cas, auteur, compositeur et interprète. Merci beaucoup, Flavien Berger, d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle le titre donc de ce tout nouvel album, contre-album. Il s'appelle Contrebande 02. Le disque de l'été, il est disponible chez le label Pan-European Recording. Et puis, on peut vous voir sur scène, donc à la Cigale, la Gaîté Lyrique et au Point Éphémère à Paris, 2 soirs à chaque fois du 11 au 21 mars prochain. Donc, on vous met toutes les dates sur le site de France Culture. Pour finir, Flavien Berger, nous avons choisi 2 chansons en référence à 2 artistes avec lesquels vous avez travaillé, Bonnie Banane et Pomme. Laquelle des 2 souhaitez-vous écouter? Oh non, c'est un choix impossible. Ce sont mes deux sœurs. Je ne choisis pas. Dilemme. Je ne choisis pas. C'est Louise, notre réalisatrice, qui va choisir pour vous alors. Franchement, c'est décevant quand je vois le nombre de gens. Les humains prolifèrent, y a trop de monde sur terre. Y a tellement de voitures, de mauvaise nourriture. Je préfère être seul qu'être en face de vos peurs. Et Louise André qui réalise l'émission a donc choisi Bonnie Banane. Franchement, merci beaucoup Flavien Berger d'être venu. Merci à vous. Dans les Midis de Culture, l'émission préparée par Aïssa Wendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. À la prise de son, ce midi, c'était donc Jérémy Kaufmann et Louise André à la réalisation. À demain Géraldine. À demain Nicolas.